Papier? Oui, voilà. Vous pouvez y aller. Merci. Une ville coupée en deux. Des destins de milliers de personnes se sont joués sur ce que l'on a appelé la ligne de démarcation. C'est une page d'histoire oubliée de la Deuxième Guerre mondiale qui touche le cœur de Vierzon. En mai 40, la ville subit toutes les catastrophes. Elle est inondée par une crue exceptionnelle, meurtrie par des bombardements. Dans le même temps, les derniers combats font rage. Les soldats refusent de hisser le drapeau blanc. Les Allemands auront finalement le dessus. Ils envahissent la mairie. Et puis tout de suite, ils installent la croix gammée en haut de la ville. Et puis le 20 juin 40, on n'est pas encore aux tractations avec la ligne de démarcation. Ça se fera dans les jours qui suivent. Et puis, ce qui fait que le Cher ayant été choisi, Vierzon est littéralement coupé en deux. Vous avez un quartier qui est en zone libre, l'autre quartier qui sont en zone occupée. C'est pour ça que maintenant, il va y avoir cette fameuse... ces histoires autour de la ligne de démarcation. 22 juin 40, Pétain serre la main d'Hitler, l'armistice est signé à Rotonde et officialise l'accord sur l'existence des deux zones. Les habitants de Vierzon ne se doutent pas quelles seront les conséquences de ce traité sur leur vie quotidienne. C'est un peu la stupeur, tout d'un coup, pour ces personnes qui habitent au cœur de la France, absolument pas habituées à voir des contrôles, à passer une frontière. On n'est pas du tout dans des territoires habitués, des zones frontières. Et donc, désormais, ils vont devoir vivre au quotidien avec cette frontière, où il va falloir montrer son laissez-passer, tout simplement, pour franchir la ligne de démarcation. La ligne de 1200 km coupe la France en deux, d'ouest en est, des Pyrénées au Jura, et traverse tout le département du Cher. Elle suit le Cher jusqu'à la hauteur environ de Sainte-Thorette, et là après, elle bifurque donc et elle englobe le sud de l'agglomération de Bourges en passant par le Subdré, Trouy, Plainpied. Et donc là aussi, ça sera un secteur de passage clandestin très régulier parce qu'effectivement, bien sûr, toutes les personnes qui arrivent à Bourges vont aussi contacter un certain nombre de passeurs berruriers pour franchir la ligne de démarcation sur ces secteurs. Solange Voisin a 98 printemps, mais elle n'a rien oublié de cette période troublée. À l'époque, elle avait 17 ans et travaillait dans la quincaillerie familiale à Vierzon. Très vite, face à l'exode, tout le monde s'est improvisé passeur, patron comme employé. Il s'est trouvé, comme on habitait au bord de la Nationale 20, des gens qui cherchaient à passer la démarcation, qui s'étaient installés entre-temps, qui ne savaient pas comment faire. Et on a commencé, avec des moyens assez sommaires, à leur donner des astuces pour essayer de passer. Et nous en sommes arrivés très rapidement à trouver un moyen beaucoup plus efficace, c'est-à-dire fabriquer des fausses cartes d'identité au nom de gens qui avaient des laissez-passer allemands. Pour faire ces Ausweis, il fallait aussi une photographie et surtout un tampon obtenu grâce à la complicité du syndicat du commerce. Ce stratagème a permis de faire passer des clandestins aux postes frontières de Vierzon-Bourgneuf aux heures des sorties d'usine, quand les douaniers étaient moins attentifs. C'était très dangereux pour tout le monde, c'est certain. Mais on était lancés là-dedans, on n'appartenait à aucun réseau. On faisait notre petit truc avec le personnel, tout le monde faisant ça bénévolement, d'une part pour rendre service à nos concitoyens, puis d'autre part un peu pour narguer les Allemands, si vous voulez. Il y avait un certain plaisir à narguer les Allemands. Bon. Au moment de la démarcation, Francis Fontaine était un enfant. Il a précieusement conservé les notes de son père et se souvient de la vie quotidienne très compliquée pour toute la famille. Pratiquement tous les Vierzonais avaient deux métiers. Ma mère était femme de ménage au Bourgneuf et la personne chez qui elle allait soi-disant travailler était femme de ménage en ville, ce qui permettait d'avoir des Ausweis pour aller travailler. Vous voulez dire qu'elle mentait, votre mère ? Elle mentait, voilà. Alors, j'ai su qu'elle passait du courrier, parce qu'elle a amené son tricot pelote de laine à l'époque, mettait le courrier au milieu, elle faisait toute sa grosse pelote de laine, elle la défaisait de l'autre côté, et puis elle revenait comme ça. Son père faisait partie d'un réseau parisien, les Vélites Thermopyles. Son travail d'ingénieur lui permettait de se déplacer dans Vierzon sans éveiller les soupçons. Il avait la gestion des deux parties de la ville. Alors, le cantonnier prenait avec le gars qui voulait passer, chacun un balai et nettoyait les caniveaux.
Il passait en nettoyant les caniveaux. Arrivé de l'autre côté, le gars partait, puis le cantonnier revenait tout seul pour faire passer le prochain, quoi. Ingénieurs, commerçants, agents administratifs, médecins ou prêtres, mais aussi paysans, les passeurs s'organisent, seuls ou en réseau. Ils connaissent bien le terrain, les endroits moins surveillés où l'on peut passer à gué sur le Cher. Ils résistent ainsi à l'occupant, en contournant les règles, à leur manière. Maurice Renaudat était ouvrier agricole dans une ferme. Il avait 16 ans, trop jeune pour partir au STO, le service du travail obligatoire pour les Allemands. La maison familiale se situait en zone libre. Ma mère, elle habitait alors près du bureau de tabac à Saint-Georges-sur-la-Prairie. Alors le bureau de tabac, c'était c'était une épicerie, c'était un bistrot, il faisait un peu tout là-dedans. Il faisait un peu tout. Et puis, ça arrivait que la nuit, des passeurs qui avaient fait passer des gens le Cher amenaient des groupes de clandestins jusqu'à ce bureau de tabac où on les faisait manger. Et puis, il y avait une grange avec de la paille. Ils passaient le reste de la nuit dans la grange et repartaient le lendemain matin. De 40 à 43, la population tente de passer en fraude des marchandises ou des personnes par tous les moyens, y compris les cortèges funéraires. C'est la fameuse histoire du corbillard de Vierzon. En zone libre, vous n'aviez pas d'église. Donc quelqu'un qui était enterré, quelqu'un qui mourait à Vierzon-Bourgneuf, était enterré à Vierzon-Bourgneuf, mais le passage obligé pour la cérémonie funéraire, c'était l'église de Vierzonville. Donc il y avait le corps passait dans un sens, la ligne de démarcation, puis après la cérémonie, il repassait dans l'autre sens. Donc dans le sens zone libre, zone occupée, il y avait quelques personnes qui suivaient le corps, la famille. Puis zone occupée, zone libre, il y avait un petit peu plus de personnes. Bon là, les Allemands n'ont pas été dupes très longtemps parce qu'ils voyaient bien le manège. L'abbé Farcé a été quand même condamné à 6 mois de prison. Les arrestations sur dénonciation sont nombreuses. 1500 Allemands sont présents à Vierzon et très vite, ils se rendent compte des fuites qui existent sur cette frontière d'une centaine de kilomètres dans le Cher. C'est pourquoi l'armée allemande fait ses photos de propagande. Elle met en scène de fausses arrestations pour montrer qu'elle surveille chaque mètre carré le long du Cher, dans les campagnes. Le docteur Cliquet faisait passer des réfugiés à Gué derrière son jardin. Sa femme s'occupait des faux papiers. Les contrôles des Allemands ont mis un terme à leurs activités de passeurs. C'est tout simplement une arrestation à Vierzon de candidats au passage que lui n'avait pas encore rencontrés, mais qui avaient sur eux le nom et l'adresse du docteur Cliquet. Donc du coup, ils sont venus le chercher, ils l'ont pris, ils l'ont emmené, questionné, direction Bourges, Le Bordio, ensuite Drancy, ensuite Buchenwald. Et puis donc il est revenu en 1945 et c'est à ce moment-là qu'il a fait vraiment ses études de médecine. Il est resté à Paris et il est décédé à Paris en 1956, mais des suites de mauvais traitements qu'il avait eus en camp de concentration. Passeur, une activité très risquée. Solange Voisin a également été arrêté en mai 1941. Un policier de la Gestapo s'était fait passer pour un clandestin qui voulait franchir la ligne. Finalement, nous avons été jugés à Paris. On a quand même eu 2 fusillés, les chefs de réseau, ils ont été fusillés au Mont-Valérien. On a eu 4 déportés en Allemagne, et le reste, ça a été des peines beaucoup plus minces. Par exemple, moi je croyais que j'avais 3 mois, puis finalement, je viens de retrouver aux archives que j'en avais eu 4. Mais pour elle, faire passer la ligne à plusieurs dizaines de personnes gratuitement, ce n'est pas forcément de la résistance. On ne peut pas se vanter d'avoir été résistant. On ne l'a pas fait pour obéir à Londres. On l'a fait de nous-mêmes. Parce que les promesses de Churchill disant qu'on gagnerait la guerre, moi, je n'y croyais pas. Sincèrement, je n'y croyais pas. Alors le passeur était-il un résistant qui s'ignore, un héros anonyme ou bien un salaud qui se faisait payer et profitait ainsi des misères de la guerre? La question effectivement du passeur pose vraiment la question même de la notion d'engagement de la résistance.
En 40-41, certains font passer la ligne de démarcation, surtout pour rendre service, pour certains d'entre eux. Et puis, il n'y a pas forcément une conscience d'engagement résistant. Et puis, peu à peu aussi, il y a une organisation qui se met en place. Et donc, ces passeurs sont contactés par d'autres résistants. Et donc, ils ont conscience qu'ils agissent donc, dans une organisation, au sein d'une filière. Et puis, parfois, effectivement, il y a aussi des personnes qui font passer la ligne de démarcation sans volonté de résister pour autant. C'est-à-dire que certains, effectivement, vont se faire rémunérer. Ils en tirent en fait avantage de cette situation, mais ils prennent aussi des vrais risques. Donc on va dire que ce sont des passeurs qui font de la résistance, mais qui ne sont pas vraiment résistants. Les histoires de passeurs ont aussi marqué la mémoire de Téniou, petit village berrichon de 600 âmes, presque posé sur la ligne de démarcation. La voie de chemin de fer longe le canal de Berry et le Cher, qui servait de frontière naturelle. Un panneau, en français et en allemand, interdisait de traverser, de se baigner ou même de canoter en barque. C'est Annie Thibault qui l'a retrouvée par hasard. Passionnée d'histoire, elle a recueilli les témoignages des habitants et de nombreux documents de cette époque. Les barques étaient interdites, elles ont été confisquées. Il y a eu un arrêté de la préfecture où les gens devaient donner leurs barques. Donc ce qu'ont fait les passeurs, c'est qu'ils ont coulé leurs barques. Mais pas coulé en la perçant, bien sûr. Ils l'ont remplie d'eau. Et à chaque passage, il fallait écoper, sortir la barque de l'eau, traverser. Les proches de Pierre Parent, un cheminot qui a été passeur à Téniou, lui ont confié son carnet. C'est un document très rare. Il reste peu de preuves de ces passages illégaux. Les passeurs de la ligne de démarcation tenaient souvent ce genre d'agenda, mais les ont cachés beaucoup ou détruits au moment où ils risquaient d'être pris. Et donc, on en retrouve assez peu. Et donc, dedans, vous avez plein d'adresses. Alors, des adresses de gens d'Afrique du Nord, des adresses de plein de gens en France, mais des adresses complètes et qui permettent un peu de voir les passages. C'était énorme, quoi. Je veux dire, vous avez des pages, vous avez 5 personnes de notées, vous en avez 2 ou 3, et des gens de toute la France. Une résistance rurale moins connue, mais pas moins honorable. Près du canal, c'est l'un des rares monuments sur la ligne de démarcation où figurent les noms des passeurs de Téniou, dont un certain Raymond Toupé, tué par les Allemands alors qu'il faisait traverser un couple de clandestins en barque. Des vies bouleversées par la guerre. Maurice Renaudat a rejoint le maquis et il est blessé en août 1944. Militant communiste, il est devenu secrétaire de la CGT du Cher. Francis Fontaine était architecte à Vierzon où il a surtout rénové les maisons anciennes. Solange Voisin, elle, a pris tardivement sa carte de résistante et bientôt centenaire, elle poursuit toujours ses recherches et ses réflexions sur la guerre. Quand vous vivez un truc comme ça, par la force des choses, vous êtes obligé quand même, qu'on le veuille ou non, de s'installer dans cette vie anormale et de vivre le plus normalement possible dans une période de folie.